Avant de commencer, table ronde, j'aimerais ça peut-être un peu vous présenter les panélistes de la table ronde, que je remercie d'ailleurs de leur générosité, de leur temps pour venir discuter avec nous. Je commence à ma droite et je termine à ma gauche. Nicole Ramonino, qui est professeure émérite de l'Université Aix-Marseille, où elle a notamment enseigné la sociologie du discours, le traitement des données en sociologie, l'épistémologie sociologique. Nicole a écrit sur des sujets variés, de l'éducation à l'art, la littérature. Elle est plus généralement spécialisée, si on peut dire ça, sur des questions du qualitatif en sciences sociales, les questions ontologiques, épistémologiques et méthodologiques. À ma gauche, Jean-François Côté, qui est aussi professeur ici au département de sociologie. Il enseigne notamment des cours de théorie sociologique de la culture, la méthodologie de l'interprétation sociologique et les traditions sociologiques américaines. Et plus généralement, bon, vous me corrigerez si je vous présente mal, spécialisé en sociologie de la culture. En épistémologie, Jean-François a notamment écrit sur George Herbert Mead et George Simmel, l'américanité et le pragmatisme. Et enfin, à ma gauche complètement et à votre droite, Paul Sabourin, qui est professeur au département de sociologie de l'Université de Montréal, où il enseigne des cours de méthodologie qualitative, l'analyse de discours, en sociologie économique et en sociologie de la pauvreté. Paul a lui aussi écrit sur des sujets variés, notamment sur la localisation sociale des savoirs, sur l'étude de cas, l'internationalisation des sciences sociales, la décroissance, l'aide alimentaire, qui était issue d'enquêtes de terrain dans 3 régions du Québec, la Mauricie, Bois-Franc et l'Estrie. Et enfin, moi-même, Frédéric Parent, pour ceux et celles qui ne me connaîtraient pas, j'enseigne ici aussi au département, je ne suis pas un étudiant, et j'enseigne les cours d'études ethnographiques, méthodologie qualitative, introduction à la sociologie, j'oublie ce que j'enseigne. Là, des cours en sociologie du Québec aussi. Et j'ai écrit dernièrement un Québec invisible, enquête ethnographique dans un village de la grande région de Québec. Et j'ai co-dirigé, évidemment, le dernier numéro des cahiers de recherche sociologique. Voilà pour la présentation des 3 panélistes et du 4e étant moi-même. Déroulement de la table ronde. Je fais un peu rapidement parce que, bon, il y a toujours des délais, puis je sais qu'à 2 heures, il y a cours. Déroulement de la table ronde, donc, une présentation rapide. Il y en a qui vont rire quand je dis le mot rapide de ma part, 5 minutes. Ensuite, les participants, les 3 ici, auront chacun 5 minutes pour répondre à leurs questions que je vais leur poser après un long préambule de présentation de la question. Et ensuite, chacune des panélistes vont pouvoir réagir sur les interventions des autres, 5 minutes, mettons 15 minutes en tout. Ils discutent entre eux. Puis après, vous pouvez poser des questions pour au moins 30-35 minutes, tout dépendant du temps qui nous reste, mais il va y avoir quand même du temps consacré aux paroles de la salle. Donc, présentation générale du numéro, présentation très générale, les espaces-temps de la production ethnographique. Outre notre texte de présentation à moi et Paul Sabourin, où on présente en fait les principaux défis actuels de l'ethnographie, notamment la question classique de la rupture épistémologique avec le sens commun, ou des questions plus d'actualité sur la localisation sociale des savoirs, ou les points de vue socialement situés. Le numéro, en fait, est divisé en 4 principales parties. Puis là, on le voit pas si on regarde le dos de la couverture, mais on peut le voir dans la table des matières. Il est divisé en 4 parties. La première, le temps de l'enquête. Dans la première partie, sur le temps de l'enquête, justement, on trouve 2 articles. Le premier article de Romain Pudal et de Pierre-Emmanuel Sorignet, qui montre en fait les vertus, je le mets en guillemets, les vertus de la longue durée, en fait de la très longue durée, plus de 15 ans d'observation, à travers leurs observatoires respectifs, c'est-à-dire les pompiers volontaires et les danseurs et les danseuses professionnelles dans l'autre cas. Et le deuxième article de cette partie-là sur le temps de l'enquête, sur la durée de l'enquête, c'est le texte de Christian Papineau qui, lui, va nuancer, en fait, le fait que la longue durée serait un gage de scientificité. Deuxième partie, c'est l'espace du terrain et sa délimitation. Philippe Rousseau, en fait, va réfléchir à cette question de la délimitation du terrain à partir d'un observatoire particulier qui est l'UNESCO. Michel Messu, lui, va s'intéresser au statut du terrain dans la production de la connaissance sociologique et propose notamment la distinction empirie et empirique et va s'aider de ses travaux ethnographiques, notamment à Cuba. C'est nous, après, Frédéric et Paul Sabourin, qui montrent que l'espace
du terrain n'est pas directement observable, ni même délimitable a priori, et que cet acte de reconnaissance de l'espace du terrain, d'une certaine façon, nécessite une théorie de la description. Troisième partie, on reviendra si vous avez des questions plus précises sur chacun des textes. Troisième partie interroge en fait l'engagement de l'ethnographe sur son terrain et les questions éthiques qui en découlent. Un texte de de Christelle Coton qui discute sa participation outre mesure, c'est son expression, au sein de l'armée française, alors que Adrien Jouan, lui, présente son engagement au sein d'un collectif militant au Québec et la difficulté en même temps d'y faire une ethnographie. Quatrième et dernière partie, sans doute la plus originale de ce numéro, en fait, la plus originale pour le Québec, pour les revues québécoises. Peut-être que je suis présomptueux de le dire, on verra bien, mais il me semble, à mon avis, c'est quand même la partie la plus originale, contient notamment une relecture épistémologie pratique de l'ensemble des numéros faite par Nicole Ramonino et se termine par un entretien avec le sociologue français Olivier Schwartz, entretien qui a été réalisé par Nicolas Renaï et Olivier Schwartz qui a écrit notamment Femmes privées, hommes... merde, je ne m'en rappelle plus exactement du titre. Je vais le retrouver. Hommes et femmes privées du Nord, non, c'est tout ça? Il y en a qui pourraient m'aider. Je suis sûr qu'ils connaissent le titre. Le monde privé des ouvriers, hommes et femmes du Nord, au PUF, dans les années 90. Voilà pour la présentation du numéro. Faire de l'ethnographie aujourd'hui semble en fait valoriser. Si on se fie à Christelle Coton dans le numéro qui dit que le capital terrain paye d'une certaine façon. Puis on pourrait dire à la mode en France depuis les années 90, avec notamment les travaux de Florence Weber et Olivier Schwartz, justement, mais aussi dans une moindre mesure peut-être Pierre Bourdieu en sociologie ou en anthropologie réflexive, mais aussi aux États-Unis avec la publication récente et controversée du livre On the Run d'Alice Goffman. Ce tournant ethnographique, s'il en est un tournant ethnographique, et peut-être bien sans la participation du Québec, qui a pourtant une longue tradition monographique, présente néanmoins des défis majeurs à la sociologie, si on ne veut pas, en fait, que le terrain ne soit qu'une question de mode. L'ethnographie, en fait, questionne peut-être davantage que les méthodologies quantitatives le caractère scientifique de la connaissance sociologique, tant l'expérience ethnographique est une connaissance par corps, une connaissance incarnée. Comment, en fait, ne pas s'enfermer dans son propre corps? Deux orientations générales s'observent en sociologie. Là, je mets la table, en fait, pour la question qui arrive, ne vous en faites pas. Deux orientations générales s'observent en sociologie, mais aussi en ethnographie. La première, la sociologie n'est qu'un sport de combat. Le sociologue débusque les ressorts de la domination, souvent à l'insu des dominés, inconscients des complexités du social. La deuxième orientation, la sociologie cherche, malgré la détermination sociale des comportements humains, à s'inscrire dans l'horizon des sciences. Dans les règles de la pratique sociologique, Albert Augian mentionne qu'il s'agit de l'orientation la moins populaire et que le sociologue d'aujourd'hui affiche plutôt une indifférence quant au caractère scientifique de la sociologie. C'est peut-être en train de changer. Ces deux orientations, parfois entremêlées, sont présentes en ethnographie et peut-être de manière encore plus radicale avec le développement de la sociologie ou de l'ethnographie qu'on a appelée réflexive. Augian, toujours lui, souligne que la deuxième orientation se voit elle-même accusée de réductionnisme et d'idéologique, masquant le caractère arbitraire des phénomènes. La sociologie est-elle pertinente sans pertinence sociale? La pertinence sociologique est-elle suffisante? Depuis plusieurs années, il est question de réflexivité, comme si les sociologues d'autrefois ne l'étaient pas, ou à tout le moins ne savaient pas que leurs observations étaient localisées socialement. Dans les années 30, Bateson soulignait déjà dans la cérémonie du Nevin que la description mettait aussi en jeu le point de vue de l'observateur. Dès la naissance, en fait, de la sociologie, on peut le voir tant en France qu'au Québec, qu'aux États-Unis avec la tradition sociologique de Chicago, les sociologues ont toujours cherché à comparer, ou en tout cas souvent, la plupart du temps, cherché à comparer leur société avec d'autres. Ce caractère socialement situé de toute connaissance fait dire, en fait, à certaines personnes que toute connaissance est ainsi politique, en ce qu'elle est liée à la propre, et je le mets entre guillemets, la propre position sociale de la personne qui observe. En effet, comment peut-on s'extraire des relations sociales
et encore davantage pour l'ethnographie qui développe une sociologie incarnée ou une sociologie corporelle. Malgré les différences importantes entre les auteurs présents dans le numéro, le cadre dressé par Florence Weber dans l'un de ses articles, je vous donnerai la référence si vous le vouliez, si vous le voulez, qui consiste à mettre en rapport les discours, les pratiques et la position sociale des personnes, incluant celle de l'observateur, constitue en fait le socle commun sur lequel en fait réfléchissent toutes les personnes du numéro, tous les collaborateurs et les collaboratrices du numéro. Voici donc ma question après ce long préambule. Comment donc penser aujourd'hui la scientificité de la sociologie et ce modèle discours, pratique, position sociale dans la complexité non causale du monde social et en quoi l'épistémologie et l'ethnographie permettent-elles de les repenser autrement? Alors, question pour un champion. Jean-François, je te cède. Il faut que je te cède le micro en même temps que la parole. D'accord. Je vais mettre une espèce de chronomètre pour m'assurer que je demeure à l'intérieur des paramètres qui nous sont donnés. Mais déjà, ce que je vais dire, ça va comme me sortir un peu du paramètre qui est donné. Je ne suis vraiment pas un spécialiste de la question. Je remercie Frédéric de m'avoir invité ici pour discuter de ça. Moi, je n'ai pas participé au numéro comme tel. Je suis, comme Frédéric l'a annoncé justement dans l'intitulé de la conférence d'aujourd'hui, je suis le directeur sortant des cahiers de recherche sociologique. J'ai beaucoup aimé l'expression. N'est pas tout à fait encore sorti puisque le prochain numéro est aussi encore sous ma direction. Et j'espère qu'il va sortir justement, lui, bientôt. Ça, c'est la première chose. Je suis pas un spécialiste, je suis donc un généraliste, en fait. Puis c'est peut-être de ce point de vue-là que je peux prendre la parole, en fait, aujourd'hui. Parce que, si j'ai bien compris, une des intentions du numéro, puis ça a été réitéré, je crois, par Frédéric dans sa présentation, c'est l'idée que on se questionne sur la place de l'ethnographie ou de la sociographie. Hein, ça, c'est d'ailleurs, vous en faites cette distinction-là qui est importante à l'intérieur de votre présentation. L'ethnographie et la sociographie, on se questionne sur la place de ça en sociologie. Puis donc, je pense qu'en tant que généraliste, je peux juste me positionner vis-à-vis de cette question-là en abordant les questions justement tout à fait générales qui impliquent toute démarche en sociologie, qu'elle soit à caractère sociographique, ethnographique ou encore à caractère sociologique en général. Puis sur ce plan-là, j'ai pas ce que je peux dire, ça va rester donc justement en termes assez généraux, bien que je pourrais évidemment, puis dans le fil de la discussion, ça va sûrement se présenter aussi, appuyé par des exemples spécifiques, certains aspects donc des questions générales que je vais présenter. En particulier parce que j'ai, dans le hasard, je pourrais dire, de mes recherches puis de mes interrogations en sociologie, croisé entre autres la tradition sociologique de l'École de Chicago, à laquelle je me suis intéressé plus particulièrement. C'est de ce point de vue-là donc que je peux peut-être apporter certains éclairages sur des aspects précis des choses. Ce que je vais dire, donc, quand je le répète, c'est à caractère tout à fait général. Il y a à mon avis, dans n'importe quelle démarche sociologique, incluant donc la démarche sociographique ou ethnographique, trois dimensions qui sont à l'œuvre, qui sont toujours à l'œuvre et qui peuvent ou non être questionnées. Ces dimensions-là, elles sont discutées à l'intérieur du numéro de différentes façons, mais je les rappelle à l'esprit. Une dimension épistémologique, donc qui a trait vraiment à la théorie de la connaissance comme telle. Il y a une espèce de prétention de ce point de vue-là, d'emblée, en fait, en sociologie, de ne pas reprendre simplement les idées qui ont cours dans la société, mais d'essayer, avec une démarche réfléchie sur la question de la théorie de la connaissance, donc de l'épistémologie, d'essayer de développer des positions qui soient autres. Mettons juste ça comme ça, qui soit autre. Donc, il y a cette dimension-là épistémologique, si vous voulez, qui est présente dans n'importe quelle démarche sociologique et elle peut s'appréhender au travers de trois positions fondamentales qui vont rester toujours des positions fondamentales, justement parce qu'elles participent d'une définition de la théorie de la connaissance. Ces trois positions-là, c'est très simplement des positions positives, c'est-à-dire procéder à l'élaboration d'une connaissance.
position critique, et puis là, ça peut être critique par rapport à des connaissances déjà avancées ou par rapport à d'autres démarches qui sont mises en œuvre dans le domaine, et position réflexive. Puis ça, c'est intéressant parce que cette position-là a déjà été annoncée ou énoncée dans la présentation que Frédéric en a fait. Et puis, mais peut-être que la définition que je donnerais à cette question-là de la réflexivité diffère un peu de la manière dont ça a été présenté par Frédéric, bien que, évidemment, ça touche. Par réflexive, ici, par position réflexive, j'entends simplement la capacité d'avancer consciemment un développement au niveau de la connaissance qui va au-delà de la connaissance positive et au-delà de la connaissance critique. OK? Donc, en tenant ensemble, si vous voulez, dans un dépassement à caractère dialectique, c'est tout à fait ça, les positions antérieures qui ont été avancées dans un domaine de connaissance, c'est de cette façon-là, et en sachant qu'on le fait, c'est de cette façon-là, donc, je pense que la réflexivité sociologique peut s'exercer dans le domaine ethnographique ou sociographique comme dans n'importe quel autre domaine en sociologie. OK? Donc, première dimension épistémologique, on pourra évidemment revenir sur les trois positions dans ce contexte-là. Deuxième dimension théorique. Alors que c'est pas nécessairement toujours très abordé ou très clair dans le cadre de la démarche ethnographique ou sociographique, il est toujours question dans ce contexte-là de faire référence à des concepts et même à des théories en fait. Ok, et ça, peu importe que la démarche, c'est comme pour ce qui est de la dimension épistémologique, hein, la démarche qui s'avance en sociologie peut ou non prendre acte de la présence du caractère épistémologique qui fait partie de manière inhérente de la sociologie. C'est la même chose pour la théorie. On peut s'arrêter à ce niveau-là. On n'est pas obligé de le faire, mais sachons que, tout comme l'épistémologie, le niveau de la théorie est toujours impliqué dans n'importe quelle démarche sociologique. En ethnographie et en sociographie, c'est la même chose. Et ça devient apparent lorsque des concepts, comme par exemple des concepts aussi simples que, apparemment en tout cas, comme celui de famille ou comme celui d'institution ou d'école, des trucs comme ça, apparaissent dans le cadre du discours, de structure sociale, etc. Ce sont tous des concepts qui sont mobilisés et on peut choisir de s'y attarder en tant que concept, donc s'interroger sur leur validité, sur leur portée, etc., ou non, mais ça fait de toute façon partie justement de la démarche. Troisième dimension qui est à l'œuvre, et là, je vais essayer de... Déjà, je pense que je suis rendu à peu près à 4 minutes. Oh, bon, 6 minutes, tout va bien. Je vais être encore beaucoup plus rapide. Donc, sur ce plan-là, c'est la dimension méthodologique. Et puis là, je vais réduire cette dimension-là à juste une position ou un aspect au lieu de l'élargir comme elle pourrait l'être, à ce qui est impliqué au niveau de la recherche empirique. Okay? Au niveau de la recherche empirique, puis là, on tombe dans des manières, justement, de faire de la recherche empirique, c'est-à-dire de l'observation, de la description, de la mise en récit ou des trucs comme ça. Alors, donc ça aussi, c'est présent dans le contexte de n'importe quelle démarche sociologique, c'est-à-dire que même quelqu'un qui réfléchit ou une personne qui réfléchirait sur la dimension épistémologique doit avoir, évidemment, en tête des exemples probants sur le plan empirique qui viennent appuyer justement l'orientation qui est prise dans le contexte de la réflexion à caractère épistémologique. Okay? Même chose pour la théorie. Là, dans le contexte évidemment de l'ethnographie ou de la sociographie, les questions méthodologiques sont très spécifiques justement à la démarche. Et dans ce sens-là, elles appellent une réflexion aussi, une mise en œuvre bien sûr, mais aussi une réflexion parce qu'il y a toujours des choix qui sont faits à ce niveau-là. Et ces choix-là impliquent nécessairement donc des implications à caractère bien sûr méthodologique. On choisit certaines choses par rapport à d'autres, on en écarte d'autres ce faisant, et ces choix-là ont des implications, encore une fois, sur les deux autres dimensions que j'ai présentées rapidement. Je m'arrête ici, parce que évidemment, on va avoir l'occasion, j'imagine, de développer davantage avec les autres collègues et les questions de ça. Voilà. Merci Jean-François. Il faut juste... je passe la parole à Paul, il faut passer le micro sans... Ah, OK. Donc... je vais peut-être aller un peu dans la suite, mais en essayant de dynamiser dans l'histoire de la sociologie les questions que tu as soulevées. Une des choses qui m'est venue à l'esprit en pensant ce numéro-là avec Frédéric, c'est un constat que fait dans un de ses articles Alvaro Pires, en disant si on regarde toute la question qui traverse qui était la question de l'heure entre la méthodologie quantitative et qualitative en sociologie. Si on fait l'histoire
des débats, bien, on se rend compte qu'on est passé d'une méthodologie qualitative à quantitative sans vraiment un débat. En fait, tout son article, qui est dans Sociologie et Société, sur cette question-là, parle de débats manqués. Et j'ai l'impression que c'est un peu la même chose. Je retrouve les mêmes constats quand je m'interroge sur la lecture, par exemple, qu'on fait de l'approche monographique en sociologie. On a une vision relativement stéréotypée. On n'a pas fait le tour de comment ont travaillé les sociologues d'une époque pour redéfinir, explorer cette méthode. De la même façon, on a dans un débat aussi qui me semble plutôt manqué, passer à la notion de sociographie à une autre époque, inspiré par un alliage de matériaux quantitatifs, sociodémographiques, et aussi allié à des démarches d'entrevue. En même temps, on voit évoluer, c'est plutôt un terme qui a été utilisé au Québec, recherche sociographique, mais aux États-Unis, on passe de la monographie à l'étude de cas, avec des gens depuis fort longtemps, certains comme William Faultwhite ont déjà développé cette notion-là, donc des cas sociologiques. Et encore là, on ne débat pas vraiment le passage, les formes antérieures. Et aujourd'hui, voilà maintenant, la sociologie ne fait plus de la monographie, ne fait plus de la sociographie, ne fait plus de l'étude de cas, mais maintenant les sociologues font de l'ethnographie. Et ce terme-là, bon, pour ceux qui ont fréquenté, comme moi, dans leur formation, beaucoup d'anthropologues, c'est l'ethnographie culturelle qu'on entend, l'anthropologie culturelle, qui a certainement des acquis qui peuvent bénéficier à la sociologie. Mais encore là, pourquoi en venir à l'ethnographie et en quoi l'ethnographie apporte une vision nouvelle, si je peux dire, dans l'approche de la sociologie. Or, la lecture que j'en fais et que je soumets un peu à débat, c'est que, un peu comme le débat méthode quantitative, méthode qualitative, on s'est rendu compte, en faisant des démarches, qu'on était face à des médiations sociales de la connaissance et qui sont fort complexes, fort embêtantes, et que on a plutôt déplacement sur d'autres méthodes. Et l'approche ethnographique, autant que je peux l'apprécier, je vais en parler dans un sens positif, nous donne l'impression de accéder plus directement à la vie sociale, avec du moins des médiations qu'on construirait nous-mêmes par des dispositifs ethnographiques plutôt qu'attributaires de données institutionnelles, de démarches et de discours aussi qui relatent la pratique. Donc, est-ce que dans quelques années, on va retrouver qu'il y a des médiations? Donc, en créant ce numéro, en mettant d'un côté l'épistémologie et l'ethnographie, notre espoir, je pense, je ne sais pas si Frédéric va être d'accord avec moi, c'était d'éviter cette situation de débat manqué et d'interroger un ensemble d'éléments qui à la fois apportent le travail ethnographique et aussi que redéfinissent et qui sont déjà découverts ces éléments dans des approches antérieures. Je vais juste, pour terminer, me concentrer sur un point particulièrement. L'approche ethnographique souvent se pose contre le positivisme quantitatif quand, en fait, et Jean-François l'a bien souligné, il y a bien des catégories, un rapport aussi relativement positiviste aux traces. Est-ce que les traces du social qu'on appelle la construction des données nous donnent immédiatement, le relevé de ces traces-là, un accès à une connaissance sociologique de la vie sociale, où ces traces-là, il faut les assembler d'une certaine façon. Est-ce que l'ethnographie, et on en a vu plusieurs tendances, et sous ce terme-là, il y a une variété en fait de démarches.
qui souvent privilégient l'observation directe, mais qui d'autres privilégient, il me semble, un aspect beaucoup plus intéressant qui est celle de la construction de données à partir de différents matériaux, différentes formes de connaissances, qui est beaucoup plus sous-jacente dans les propos des participants, par exemple, au numéro. Donc, il y a toute une réflexion à faire, je pense, ce retour de l'ethnographie ou cette entrée de l'ethnographie en sociologie, il y a toute une réflexion à faire autour de la construction des données sociologiques. Et je le fais, en 93, on a fait un numéro de Sociologie et Société sur la construction des données. Et on voit bien qu'on voulait faire rupture avec la cueillette, le recueil, les traces qu'on assemble, qu'on agglomère, qu'on amalgame sur le terrain. Mais en même temps, on restait pris. Regardez bien, c'est quand même assez contradictoire, quelque chose de construit et qui est donné. Aujourd'hui, on semble poser les problèmes du rapport entre l'observateur et l'observé, entre l'intervieweur et l'interviewé, mais une tendance, une dérive qui me semble, c'est celle d'aplanir dans la construction d'une connaissance partagée, qui serait la même entre la visée des observateurs et ceux qui sont observés à travers le travail sociologique. Donc, ça soulève, en somme, ce retour de l'ethnographie, un ensemble de questions. Je pourrais en soulever d'autres, comme celle de la part de la démarche heuristique, sa compatibilité à la construction d'un objet sociologique. Est-ce qu'on doit avoir des règles de travail, lesquelles qu'on se donne pour définir un travail sociologique et quelles conditions qu'on se donne? Voilà. Merci beaucoup, Paul. Merci aussi de passer le micro. Oui. C'est à vous, Nicole. Oui. Bon, je voudrais dire d'abord, pour commencer, que bien entendu, je ne suis pas spécialiste de l'ethnographie. Hein, c'est la première chose que j'ai dite à Frédéric quand il m'a proposé de participer à ce numéro. Et que je voyais vraiment pas ce que je pouvais écrire sur l'ethnographie puisque je savais rien là-dessus. Bon, il m'a répondu, enfin, j'ose pas dire ce qu'il m'a répondu, mais en gros, du coup, pour négocier un petit compromis, je lui ai dit, bah, écoute, tu m'envoies les articles de ce numéro, puis je verrai si j'ai quelque chose à dire. Et c'est un peu comme ça que j'ai participé à la chose. Alors, dans les questions qui avaient été posées, bon, je m'arrête là-dessus, mais c'est pour vous dire que, en plus, je suis très paresseuse, donc je n'ai pas, comme je suis à la retraite, je me suis permis de ne rien préparer pour arriver ici, pour voir. Alors, en fonction de ce que je viens d'entendre, je dois dire que j'ai vu, il y a deux questions qui me semblent pas dissociées, elles sont associées, mais que moi je dissocie personnellement. La question de la scientificité de la sociologie, sur laquelle j'ai longtemps travaillé et je continue à travailler un peu, et dans un esprit pas du tout partisan, je dirais. C'est-à-dire que je ne vais pas défendre la méthodologie quantitative contre la qualitative, l'ethnographie contre je sais pas quoi, hein, c'est pas mon objet. D'autant plus que je suis sortie de tous les problèmes de légitimité scientifique puisque je suis à la retraite. Donc c'est pas ça qui m'intéresse du tout. Mais je pense que les questions de scientificité ne peuvent se régler que si on arrive à un moment ou à un autre, à se mettre autour d'une table ou autrement, peu importe, mais à construire une forme de cumulativité de la connaissance. Alors, j'ose pas trop dire ce terme, parce que récemment, si vous avez lu le Nouvel Observateur, ou si vous avez lu la semaine dernière, ou Le Monde de vendredi dernier, on voit apparaître des sociologues qui, et notamment l'un d'entre eux, qui s'appelle Gérard Bronner, qui dit qu'il faut arriver à la cumulativité. Le problème, c'est que lui, il voit la cumulativité à partir de son cadre théorique, parce qu'il y a bien sûr des cadres théoriques, et que son cadre théorique, c'est l'individualisme méthodologique, et que du coup, à partir de ce moment-là, je ne sais pas très bien comment on peut cumuler d'autres choses. Bon, je m'arrête là, mais moi, je suis vraiment dans un esprit de cumulativité, et j'essaie de comprendre finalement ce que chacune des théories d'une part, chacune surtout des observations empiriques, hein, tout simplement, qui sont faites, quelle que soit la méthode, la méthodologie et éventuellement le cadre interprétatif qu'on peut avoir, qu'est-ce que ça dit de l'objet sociologique. Et c'est à partir de cette idée de cumulativité que je voudrais, que je vous parlerai plus longtemps si vous avez un intérêt sur la question. Mais pour le moment, je vais revenir sur l'ethnographie. Et donc, la question, c'est qu'est-ce que l'ethnographie comme
soit méthode, soit méthodologie, soit comme peu importe comment on l'apprend, hein, qu'est-ce qu'elle a d'intéressant. Alors, qu'est-ce qu'elle a d'intéressant et qu'est-ce qu'elle a d'intéressant ou de pertinent pour le sociologique, pour l'objet sociologique. C'est comme ça que je prends les choses. Alors, bien entendu, on parle de connaissances incarnées, de connaissances par le corps, mais quand on dit ça, surtout dans les articles que j'ai pu lire, c'est surtout du corps de l'observateur qu'on parle. Or, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas le corps de l'observateur, même s'il faut prendre en compte cette question-là d'une manière réflexive, bien sûr. Ce qui m'intéresse, c'est le corps des autres. Hein, c'est-à-dire que effectivement, c'est du concret. Hein, c'est quand on fait de l'ethnographie, on travaille sur du concret, on travaille sur des choses on voit comment les gens agissent, comment ils réagissent, comment ils se parlent entre eux, comment ils travaillent, etc. Et c'est de ce point de vue-là que l'ethnographie a quelque chose que n'ont pas les autres méthodes, hein, ou méthodologie ou cadre théorique, qui permettrait de saisir un peu qu'est-ce que le réel. En fait, l'ethnographie s'intéresse à l'existant. Hein, et l'existence et l'empirie, et c'est ce qui, effectivement, est le plus réel. Pour simplement éviter de rentrer dans des débats, mais dire deux mots, quand vous parlez de structure sociale, moi je n'ai rien contre l'idée qu'il en existerait une, hein, mais ça se voit pas, c'est pas de l'existence, c'est d'une construction conceptuelle, avant tout. Donc, ce qu'on voit, et ce que permet l'ethnographie, me semble-t-il, c'est qu'on voit des gens qui agissent et qui font des choses. Et donc, c'est cette notion de corps qui me paraît important, et c'est cette notion de corps, je dirais, et aussi comment les individus se situent finalement dans un espace-temps social, cette fois, qui n'est pas seulement l'espace-temps ethnographique, un espace-temps social, comment ils vivent à la fois l'espace dans lequel ils sont, le temps qu'ils vivent, le temps de leur action. Et alors là, c'est là qu'il y a un gros problème pour les sociologues, c'est que ces corps, c'est aussi c'est à la fois une matérialité, mais c'est aussi des significations, c'est aussi du symbolique. Et donc là, on est devant le gros problème de la sociologie, qui est comment traiter du symbolique. Bon, je ne veux pas rentrer trop dans le détail de ces choses, mais ce que je voudrais dire, c'est que donc le côté réflexif, la sociologie réflexive, savoir que quand on est quelque part en train d'observer, forcément notre connaissance, elle est localisée, hein, même quand on n'y est pas d'ailleurs, hein, elle est toujours localisée. Je crois que la position réflexive, elle est effectivement nécessaire, et je crois qu'elle a toujours existé plus ou moins véritablement, mais en tous les cas, je crois quand même que un certain nombre de gens se sont déjà posé cette question sur la place de l'observateur, le rôle de l'observateur, etc. C'est une vieille question que les ethnologues ont traitée il y a très très longtemps, à travers le thème de l'équation personnelle de l'observateur et d'autres expressions. Bon, il y a une longue réflexion là-dessus. La réflexion actuelle, elle est un peu plus, disons qu'elle est plus intéressante parce qu'elle travaille sur le concret directement. Et je crois que j'ai envie de dire que j'ai une confiance très limitée en la réflexivité des sociologues. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Hein. Ne croyez pas que je sois contre. Non, il faut réfléchir. Il faut réfléchir à notre place là-dessus. Mais justement, c'est là que je parlais de symbolique, c'est là que je parlais de corps symbolisé. C'est que quand vous observez du concret, bah vous l'observez, comme le dirait peut-être Jean-François Côté, avec des concepts, hein, forcément, et que ces concepts, eh bien, ils sont déjà c'est une forme de connaissance qui, dès la description, limite votre connaissance. Alors, il y a eu des méthodes par ailleurs, mais justement, c'est plus celle de l'ethnographie, qui permettent de sortir un peu de cette connaissance localisée. C'est ce que certains appellent la mise en série. Hein, la mise en série, mais c'est pas au sens quantitatif du terme, c'est au sens qualitatif du terme. C'est ce que faisaient les premiers sociologues français quand ils ont essayé de travailler sur les autres sociétés. C'était pas en termes évolutionnistes, c'était en termes de qu'est-ce qui, finalement, dans la plupart des sociétés, permettrait de délocaliser ma question. Alors, c'est pas sûr qu'ils y réussissaient. Je crois même qu'ils n'ont pas réussi à répondre à la question, mais la mise en série est le seul mode de délocalisation possible. Je vous dis ça, je vais prendre, puisque je ne sais pas si j'ai le temps, je vais prendre l'exemple de la littérature. Si des gens, des littéraires veulent construire une théorie de la littérature,
ils partent du mot littérature. Or, si vous partez du mot littérature, c'est un mot qui a un sens très concret, qui est relié à une institution culturelle, qui décrète qu'il y a des bons livres et des mauvais livres, qu'il y a de la culture de gare et qu'il y a les livres de gare et il y a d'autres livres, qu'il y a les grands classiques et qu'il y a les modernes, qu'il y a, etc., etc. Vous connaissez tout ça, je n'ai pas besoin de répéter ça. Mais ça, dans ce cadre-là, vous ne pourrez jamais écrire une théorie de la littérature. Vous pourrez écrire une théorie de la littérature qui est justement dominée, c'est pour ça que le concept de domination intervient là, et qui est justement dominée par l'institution culturelle. Et en fait, ce n'est pas l'institution qui domine, c'est des groupes sociaux qui ont la possession d'eux. Et donc, il faut aller regarder d'un peu plus près qui sont ces gens qui font partie de ces groupes sociaux qui, en fait, ont pris possession, se sont appropriés l'institution littéraire en tant que telle. Si vous voulez faire une théorie de la littérature, ben, il faut aller voir ce qu'était la littérature orale, il faut aller voir la littérature en Chine, il faut aller voir la littérature dans le monde arabe, etc., pour essayer de voir, et ce mot de littérature dans ces langues n'existe pas. C'est pour ça que je suis en train de vous dire que le fait de nommer quelque chose de littérature, bah ça vous forcément, vous allez avoir la mise en série va être difficile. Donc il faut sortir, il faut bien voir que le mot littérature, c'est votre entrée à vous dans le problème, mais que cette entrée ne doit pas vous empêcher d'aller voir en série ailleurs comment d'autres appelleraient ce qu'on croit être la littérature, nous, comment les autres la pensent et la font, etc. Voilà, je prenais juste cet exemple pour dire qu'en fait, le problème essentiel, à mes yeux, c'est d'essayer de voir comment ces concepts que l'on construit, comment ces concepts sont à la fois localisés et spatialisés, et comment ils sont effectivement liés à des institutions dont certains se sont appropriés le pouvoir. Je ne crois pas que l'institution en tant que telle soit un pouvoir. Voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup. Est-ce que, d'abord, je me demandais, je me suis à quelle heure, en fait. Est-ce que on commence avec des questions à la salle où chacun réagit, ou on fait ça en même temps, ou moi, j'ai pas vraiment de structure fixe. Par rapport à un truc que j'ai avancé, mais sur lequel Mme Ramonino est revenue, en voulant, en fait, j'ai l'impression, liquider la question des structures sociales. Les structures sociales, pour moi, ça représente tout simplement, également d'un point de vue ethnographique, en fait, des relations entre des éléments, tout simplement. Alors donc, quand on rencontre un individu, par exemple, pour ne serait-ce que ça, et qu'on s'interroge, par exemple, sur ses liens familiaux, on est en rapport avec une structure sociale. Donc, alors, ça, c'est la première chose. Puis ça ramène à la question que vous avez aussi mise de l'avant, à savoir l'interrogation des formes symboliques. En fait, l'entièreté de ma réflexion en sociologie porte sur la question des formes symboliques, de leur structuration, de leur formation et de leur transformation. C'est de ce point de vue-là que je crois aussi que la démarche ethnologique ou ethnographique, sociologique, en fait, renvoie de manière fondamentale à toutes ces questions-là. La deuxième remarque, c'est aussi par rapport à une espèce de... C'était présent chez Paul, mais aussi ailleurs, en fait, c'est l'espèce d'opposition un peu forcée, à mon avis, qu'on fait entre... disons, ethnographie ou ethnologie et méthodologie quantitative. Ça m'étonne parce que bon nombre d'études à caractère ethnographique ou ethnologique ou sociographique font appel justement aux méthodes quantitatives et en arrivent justement à une espèce disons, de pluralité ou de cumulativité, disons, des différents modes de connaissance avec ça. Alors moi, j'éviterais de rigidifier trop cette chose-là, précisément parce que, à mon point de vue, encore une fois, autant au niveau quantitatif que qualitatif, la question fondamentale, c'est celle de l'interprétation. Ouais, juste pour reprendre ce point-là, je parlais de tendance. Pour moi, effectivement, l'ethnographie est très variée et on retrouve le croisement de matériaux dont je parlais, qui sont immédiatement, ces matériaux-là renvoient à des conceptions de l'espace et du temps. Et ils sont constitutifs de l'objet. Et c'est une des éléments qui n'est pas posé dans l'ethnographie, en quoi, et Nicole l'a soulevé, en quoi l'objet même qui est défini par le chercheur suppose des espaces et des temps sociaux. Et le chercheur est à la recherche d'une différenciation des espaces et des temps sociaux.
Et à partir de traces, les traces, souvent d'une façon implicite, dans le travail ethnographique, il peut être fait à partir d'observations participantes, il peut être fait essentiellement, ou il peut être fait à partir de plusieurs matériaux. C'est là où l'ethnographie réinvente l'étude de cas, qui était aussi valorisée par des anthropologues, je pense à Oscar Lewis ou bien d'autres. Donc, cette mise en forme des traces, elle se fait souvent implicitement, et suppose des conceptions de l'espace et du temps. Et là, ce que je trouve intéressant dans le numéro, c'est comment on passe finalement de l'espace première, qu'on a défini par la définition même d'objet, la littérature ou d'autres objets, à la saisie d'espace qui serait autre que ce qu'on présume au début du travail de terrain. Alors moi, la seule voie que je vois, c'est là-dessus, c'est là où je pense qu'on peut pas dissocier, si je pourrais dire, la question de la réflexivité de la localisation sociale, mais il faut sortir de la notion de position, qui est la réflexivité, on serait dans une position. Il faut plutôt penser en termes de relation. L'être est plutôt, même le sociologue est composite de plusieurs, et l'espace social, les espaces sociaux qui sont en jeu sont composites. Et là, ça pose la question du rapport cognitif là, dans la recherche différemment, à mon avis, et on est beaucoup enfermé maintenant encore avec la notion de position. Si on a une position sociale, bien absolue, on peut pas connaître d'autres positions. On va reproduire. Alors, je crois que là, je suis le terme. Quand je lis des recherches ethnographiques, je vois que quand même il se passe une transformation dans l'appréhension du social à travers la recherche par des chercheurs, heureusement. Je suis content parce que j'ai l'impression qu'on se rapproche toujours de plus en plus de la question que je posais et qui est celle de savoir est-ce qu'on peut sortir finalement de notre propre localisation sociale. Puis Mme Romanino a tantôt la mise en série, la question de la cumulativité. Puis elle doutait que ça a été fait par le passé, que ça a été fait, puis ça me fait penser à la sociologue française Monique Hirschhorn, qui disait que la sociologie de la société française n'existe plus, ça n'existe plus, mais est-ce que ça a déjà existé? Puis moi, je suis surpris parce que je me disais, pauvre Québec, le Québec n'est pas connu que par l'histoire, l'historiographie, mais il n'y a pas de sociographie du Québec. Le Québec est devenu un objet folklorique, finalement, un objet du passé. C'est un temps mort. Bon, j'ai poussé un peu fort, mais la question se pose quand même à propos de la sociologie. Quoi faire avec cette multiplicité des ethnographies ou du travail de ces traces-là? Puis finalement, on a l'impression que la France, c'est l'âge d'or de l'ethnographie. Il y en a partout, ça se fait partout, mais en même temps, on connaît pas la France. Ça, c'est un regard extérieur, mais qu'est-ce qu'on fait avec cette connaissance corporelle-là qui pourrait être instituée dans l'institution littéraire quand l'observateur dégage des traces de cette institution-là pour finalement en sortir, pour essayer de mettre en comparaison des traces non nécessairement institutionnalisées, mais des existants. Je sais pas si je suis clair dans ce que je dis, mais comment finalement mettre au jour les existants puis comparer les existants entre eux. C'est une question qui m'est adressée. Oui. Non, pas juste à vous. Non, mais mais bon. je sais pas répondre à une telle question, ça c'est clair. Non, quand je parlais de connaissances localisées et corporelles, je crois que, comment dire, ce que je veux dire simplement, c'est qu'on arrive avec l'ethnographie vers plus de concret. Ça ne veut pas du tout dire que ce concret n'a pas de structure ou d'institution. J'ai parlé d'institution, ouais. Quand vous, monsieur Côté, parle de structure, je crois qu'on dit la même chose sous les deux termes. Mais bon, ça, c'est pas grave. Donc, l'institution est, à mon avis, le fondement du social, par ailleurs. Mais bon, peu importe. Ce que je voudrais dire, c'est que
il faut pas, à mon avis, mettre ensemble toutes les connaissances localisées, c'est, je crois, partir avec une question trop générale si on veut justement arriver à une cumulativité. Si on veut arriver à une cumulativité, il faut partir d'un domaine particulier, du concret particulier, donc je dirais pas des corps, justement, parce que j'ai insisté sur les corps, parce que vous avez parlé des corps et que j'aime bien les corps, mais ceci dit, c'est les activités qui comptent. C'est qu'est-ce qu'on fait ensemble. Hein, avant, bien sûr, forcément, il y a des corps qui sont là, hein, quand on fait quelque chose ensemble. Donc, il faut partir d'activités, de domaines d'activité, et à partir de là, essayer de voir comment, effectivement, on peut éventuellement mettre ensemble des choses qui relèvent du holisme, des choses qui relèvent de l'individualisme méthodologique, et des choses qui relèvent, etc., de l'interactionnisme, des choses qui... C'est à partir d'un domaine d'activité... Enfin, il ne faut pas se poser la question d'une manière générale, on n'y arrivera jamais d'une manière générale. C'est clair. Donc il faut quelque part, il faut aller dans une question pratique qu'on a à se poser. Sinon, on n'avance pas. Mais peut-être que j'ai mal compris ta question. Non, mais ça va. C'est dans les conditions possibles d'une cumulativité. Par exemple, quelqu'un au Québec qui va faire une ethnographie à tel endroit, l'autre à tel endroit, mais comment on fait pour finalement cumuler ouais, c'est ça. Dans le cas du problème de la monographie, à mon avis, la monographie, c'est multi-activité. Hein, donc, pour pouvoir ensuite cumuler, il faut en choisir une parmi, et puis aller voir dans d'autres monographies comment ça se passe. Mais il ne me semble pas qu'on puisse cumuler immédiatement plusieurs monographies qui sont par définition pluriactivité. Moi, je sais pas, je suis pas claire, hein, tout ça. Oui. À partir de l'exemple qui est évoqué de toute façon dans le numéro, puis qui est devenu ici au Québec une espèce de référence, à tort ou à raison, peu importe. Je parle du livre de Everett Hughes, French Canada in Transition, donc traduit par la rencontre de deux mondes. Où on a là l'exemple, je pense, d'une sociographie, même une ethnographie qui est assez intéressante et qui néanmoins met en scène des paramètres tout à fait généraux. On fait rarement référence, quand on parle de ce livre-là, à la préface du livre dans laquelle Hughes situe son propos. Et quand on lit ça, en fait, la préface, c'est absolument extraordinaire parce qu'on se rend compte que son interrogation fondamentale est pas nécessairement à propos du Québec ou de Drummondville, pas du tout, est à propos justement de la constitution des sociétés nord-américaines en général, de la difficulté de penser l'unification d'une culture dans ce contexte-là des sociétés plurielles nord-américaines, et plus particulièrement, il y a un renvoi implicite, mais qui est explicite quand on connaît la littérature, à toute la série les Americanization Series, notamment le travail de Park, Old World Traits Transplanted de 1921, en fait, qui est là interpellé entre les lignes et dans lequel se situe directement le travail que Hughes vient faire ici au Québec. Donc, comme ça, c'est dans des 2 pages de la préface, personne ne les lit, personne n'est intéressé à ça, parce que ce qu'on va aller, c'est apparemment la concrétude des choses. Or, la concrétude des choses pour Hughes, c'est de montrer comment cet exemple-là participe d'une dynamique qui est beaucoup plus générale, qui est celle du monde contemporain dans le premier quart du 20e siècle. Alors, vous voyez, ici, je pense qu'il faut faire attention, justement, quand on essaie de découper de manière trop simple la question de la concrétude, la question de l'empiricité, la question de... Vous voyez, à partir de cet exemple-là, on voit très bien comment tout ça possède un relief, justement une profondeur symbolique qui est à mettre en scène dans ce contexte-là. Et là, je ne parle même pas des aspects qui ne sont pas traités par Hughes et qui auraient pu l'être ou dû l'être dans sa monographie, bien entendu. Renard Melson de Jean-François, en prenant un tout autre exemple, Oscar Lewis, on lit Les enfants de Sanchez pour les récits autobiographiques, mais il y a 60 pages auparavant de réflexion sur l'espace-temps ethnographique, de la configuration, de la morphologie sociale de la vie des quartiers populaires au Mexique est fondamentale
pour comprendre comment vont être lus et construits ces récits de vie-là et par quelles relations sociales vont s'élaborer. Et il y a une réflexion sur les espaces-temps de la production ethnographique, non seulement les espaces-temps présumés par le chercheur, mais une recherche des espaces-temps concrets des relations. Et là, j'en viendrai un peu à comment cumuler si on n'a pas quand même certains éléments comme la lecture relationnelle. Quand je parlais tout à l'heure de la position, pour moi, un être n'est pas du tout une position, est un rapport entre relations. Et donc, un rapport entre sémantique sociale, entre espaces-temps sociaux. Et c'est plus du tout une vision substantifiée de l'être. Quand on prend toute théorie de la rationalité, là, même reformulée à la Boudon, on resubstantifie les êtres, on les fige littéralement dans une forme, on n'est plus dans le mouvement, qui pour moi est plus propre aux propriétés du social. Donc c'est là où la cumulativité est difficile. Peut-être on peut voir dans ces travaux sur la rationalité stratégique des traces, des problèmes que posent ces propriétés de mouvement du social dans les tentatives de rationalisation, de poser qu'une rationalité individuelle. Mais ça reste à la marge de la cumulativité et malheureusement, ça ne convainc pas ceux qui sont d'avoir une lecture plus relationnelle du social. Bien, merci. Si vous avez des questions, allez-y. Je vais être très heureux. En fait, on prend les questions. On a du temps encore en masse pour discuter. Peu importe les questions. Ça peut être des problèmes que vous rencontrez dans votre recherche en ce moment. Peu importe. Oui. C'est compliqué de vous expliquer ça, parce que moi j'ai mis très longtemps à essayer de comprendre, même. La mise en série, c'est, si vous voulez, parce que en fait, quand on fait une analyse, enfin quand on fait une enquête empirique sociologique, je parle pas de l'ethnographie, là, en général, on se dit il faut définir le sujet sur lequel on veut travailler, l'objet sur lequel on veut travailler, qui en général est une définition sociale, tout simplement. Par exemple, Durkheim, le suicide est un acte etc., etc. Il y a 3 lignes de définition du suicide. Le problème, si vous voulez, c'est que pour faire de la mise en série, la question de la définition est problématique. On ne peut pas, en fait, définir un objet sans le limiter, nécessairement. Donc, il s'agit de trouver, en fait, des activités, si vous voulez, qui ont quelque part un air de ressemblance, enfin une ressemblance de famille, je dirais, si on prend l'expression classique. Et à partir de ça, on peut essayer d'aller voir effectivement dans d'autres cultures, dans notre histoire, etc., ce qui avait pu avoir ressemblé à le suicide, par exemple, à ce qu'on appelle suicide, ce qui pourrait ressembler à ça. Et à partir de ce moment-là, on essaie de définir des traits communs. Mais ces traits communs, ils sont pas, on construit pas de prototypes, ça marche pas ça non plus. Il faut construire en fait il faut se dire il y a des traits que tout le monde n'a pas, mais qui et pourtant en même temps je pense que c'est à peu près pareil, enfin on parle de la même chose, etc. Donc il faut arriver à partir d'un ensemble, d'une mise en série, à se dire à ce moment-là, moi ce que je vais choisir, c'est ceux qui auront tel et tel trait. Dans cet ensemble. Voilà un peu comment je traduirais ce qu'est une mise en série. D'accord ? Mais bon, je peux mieux vous le dire sur la littérature, si vous voulez. Est-ce que, par exemple, le théâtre est de la littérature ? Question. Est-ce que, vous voyez, la chanson, est-ce que c'est de la littérature ? Est-ce que
Bon, parce que effectivement, la littérature orale, c'était surtout des chansons. Hein, que le théâtre, c'est à la fois de la littérature, c'est du texte, mais c'est en même temps des corps en mouvement devant nous, etc., etc. Vous voyez, donc ça, littérature, c'est pas le roman, quoi. Hein, c'est pas le roman moderne. C'est tout ce que je veux vous dire. Et c'est par une mise en série que après, vous vous direz, je m'intéressais plutôt à ça plutôt qu'à autre chose. C'est le rôle du sociologue ou du chercheur de décider ce qu'il veut prendre. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Je te suis très bien, Nicole, quand tu parles de la mise en série, mais il y a un terme qui me semble problématique, là. C'est pas une délocalisation, c'est une localisation, en fait, beaucoup plus en profondeur. Oui, comme un peu Jean-François en parlait, Hughes qui va découvrir que ce qui se passe au Québec, en fait, renvoie à un processus général et qui est pas juste un processus qui est abstrait, là, mais c'est des gens d'affaires d'une multinationale, l'élite cosmopolite, va dire Hughes, qui vit au Québec. Et là, ma question serait, c'est que cette mise en série, si on veut... ça me fait repenser à l'histoire de l'anthropologie pour arriver vraiment à comprendre les catégories qui renverra la littérature d'une autre société et ce qui n'est pas nécessaire, comme faisaient les anthropologues, de vivre dans ces sociétés-là. C'est-à-dire que de voir, parce qu'il va y avoir une épreuve d'apprentissage qui va nous permettre de mettre en rapport, il nous faut un substrat empirique pour faire une continuité empirique, pour nous faire fonder la mise en série. Ce rapport empirique dont tu parles, tu peux pas, il n'est pas question que tu ailles en Chine voir qu'est-ce qu'ils appellent poésie, surtout dans la Chine classique et traditionnelle. Je crois que ce qu'il faut, c'est partir de la connaissance aussi que les Chinois eux-mêmes ont fait. Il y a des bouquins qui sortent, il y a des tas de choses sur ces questions-là. Donc, tu n'es pas obligé d'être corporellement quelque part. Hein, tu peux avoir les informations autrement. Je crois. Il vaut mieux espérer parce que sinon on ne pourrait plus rien faire. On voyagerait beaucoup, mais on ne pourrait plus rien faire. Oui et non, parce qu'il y a des textes il y a des textes classiques de la tradition chinoise, ça existe. Hein. L'écrit en Chine, ça existe depuis longtemps. Voilà. Non, il n'y a pas que l'Occident. Non, bien sûr, bien sûr. Oui, allez-y. Au moins deux.
Oui, mais non, mais je pense que c'est une très bonne intervention, en fait, parce que ça contextualise de manière assez précise l'espèce de ce que Frédéric a présenté comme étant un retour en force de l'ethnographie, mais il faut voir que c'est parfaitement coextensif, cette chose-là, à la crise qui frappe la théorie sociologique en ce moment, en particulier en France, je dirais. En particulier en France, parce que de l'expérience que je peux en avoir d'ici, justement, les étudiants qui arrivent ici, les étudiants français qui arrivent ici, il n'est pas question, par exemple, qu'ils travaillent sur des problèmes théoriques ou encore moins épistémologiques, parce que là, ça, c'est en dehors de la portée, soi-disant, ils se font dire par le professeur, c'est en dehors de leur portée. Alors, il faut absolument qu'ils se précipitent sur le terrain, parce qu'on est convaincu que de cette façon-là, on va en arriver à quelque chose, laquelle fouillez-moi, mais peu importe, on va arriver à quelque chose et il y a aussi, en fait, de manière corollaire à ça, une espèce de préoccupation centrale pressante, en fait, pour le fait que, en montrant des études pratiques, ou ce qu'on pense être des études pratiques, le marché du travail va s'ouvrir de manière béate, en fait, justement, aux contributions des sociologues, ce qui serait pas le cas, par exemple, vis-à-vis de sociologues qui auraient en tête des préoccupations à caractère théorique. Ce qui est relativement vrai, soit dit en passant, à mon avis. En tout cas, je pense pas qu'il y ait une amélioration du marché du travail parce que les gens font de l'ethnographie. En tout cas, si je me fie sur le cas, encore une fois, ici, où les gens que j'ai connus aux études avancées, maîtrise, doctorat, se retrouvent dans des ministères, peu importe qu'ils aient fait une thèse à caractère empirique ou théorique, ils sont engagés pour leur capacité de lecture, de compréhension, d'analyse, etc., etc. Bon. Alors, mais je pense que justement, sur le plan conjoncturel, il y a ça. Je dis ça frappe peut-être plus particulièrement, disons, la France, parce que c'est ce qui me paraît être, en fait, caractéristique. Quand des grandes figures, des figures tutélaires comme Bourdieu disparaissent, bon, ben, ça laisse un vide, puis à partir de ce moment-là, on se rabat sur quoi? Soit sur la théorie de Bourdieu, qui est quand même une composante importante de la sociologie française, ou sur l'ethnographie, puis à ce moment-là, on dit, ben, pas besoin de théorie, pas besoin de concept, pas besoin de rien, on fait du travail empirique, enfin, on va avancer dans la connaissance. Ce qui est une position assez farfelue, par ailleurs, justement, du fait de ce qu'on a entendu précédemment par rapport aux exigences de fondement à caractère épistémologique et théorique de n'importe quelle démarche en sociologie, de n'importe quelle démarche en sociologie, et là-dessus, j'insiste. Par ailleurs, c'est aussi intéressant de voir que, par exemple, un des courants importants en France qui s'intéresse à la question de l'ethnographie, qui est porté, entre autres, par Albert Ogier, mais particulièrement par Daniel Seyfaille et Louis Quéré, s'intéresse à ça, mais dans une perspective qui essaie justement d'arrimer ces préoccupations-là à des questions à caractère théorique et au scandale, même philosophique, c'est-à-dire au courant du pragmatisme états-unien. Dans ces gens-là, n'essaie pas donc d'écarter du revers de la main toutes les questions qui sont relatives aux enjeux théoriques et épistémologiques. Au contraire, il les rassemble à l'intérieur de ce courant-là du pragmatisme et montre comment, dans le pragmatisme, on aurait réussi cette espèce de synthèse-là entre théorie et empirie et même épistémologie. En quoi je crois que leur position est éminemment critiquable, à mon point de vue, parce qu'étant spécialiste du pragmatisme, j'ai des discussions avec eux justement sur des choses pointues dans ce contexte-là, mais peu importe, ça aussi c'est présent dans le contexte français, puis ça me paraît éclairer un autre aspect de la question. En fait, j'ai l'impression que tu reprends la division du travail sociologique entre théorie et empirie, dans la mesure où les ethnographes, même français, ont une théorie, qu'elle soit implicite ou non, puis la plupart ont une théorie de Bourdieu. Je sais pas pourquoi, là, je veux dire, en tout cas, ceux que moi je côtoie, que je vois dans mes environs, puis même les maisons d'édition, La Découverte et machin, c'est dans le sillage de Florence Weber et d'autres. Mais la question, juste la division... Nicole n'est pas d'accord. Elle n'est pas d'accord avec ça, non? Peut-être pas, mais... Je vais nuancer. Mais je revenais juste sur la question de sociologie de l'action, structure sociale. Je vois pas... Je vois peut-être l'opposition Touraine et un autre auteur, si on veut en associer, mais en même temps, l'action, on en parlait tantôt aussi, l'action est en elle-même structurée, structurelle et déjà structure sociale. Fait que, même la question des dispositions, les dispositions sociales sont, elles aussi, incarnées, s'incarnent dans des structures sociales. Mais en tout cas, s'il y a quelque chose à retenir, peut-être, c'est que la division théorie-expérience, si elle est reprise par les ethnographes, ben, ils vont se faire jouer un mauvais tour, celui de faire une sorte de sociologie qui serait implicite. Et je pense pas que
en tout cas, ici, nous, je pense pas qu'on veuille reprendre, tu sais, la séparation, la division du travail entre ceux qui font de l'empirie puis ceux qui font de la théorie. Mais je vais vous laisser la parole parce que vous sembliez réagir. Non, je réagissais rapidement parce que c'est trop tranché. Ce que je voudrais dire, c'est par rapport à la sociologie franco-française, d'une part, c'est que je crois que ces problèmes, outre effectivement la mort des grands théoriciens, hein, qui ont laissé effectivement les pauvres enfants sociologues malheureux et dans l'embarras, parce que de toute façon, il n'y avait pas non plus de solution entre eux. Je crois que ce qui se passe, c'est que quand même, il faut pas oublier que la dimension ethnographique est apparue après une autre dimension qui était liée aux carrières des gens. Hein, je vais préciser pourquoi, qui est que s'il n'y a pas une recherche empirique quelque part. Mais la recherche empirique, ça pouvait être de l'ethnographie comme de l'analyse quantitative, etc. C'est la recherche empirique. On disait, enfin moi j'ai vécu ça pendant des années, on disait aux étudiants de troisième qui passaient leur thèse en doctorat que qu'ils n'avaient pas à réfléchir. Hein. Moi j'ai entendu Lahire dire ça devant un de mes étudiants. Ils n'ont pas à réfléchir, il faut simplement qu'ils fassent une enquête. Et l'enquête, peu importe quelle que soit l'enquête, il s'agissait donc effectivement, et pourtant Lahire est un théoricien quand même, hein, il disait ça et il a refusé d'être dans du jury de thèse parce qu'il y avait une réflexion. Il y avait aussi du terrain, mais il y avait une réflexion et il refusait ça. Bon, je pense que après l'ethnographie, c'est vraiment un combat qui est arrivé plus tard et qui prend suite avec la recherche empirique, dont Lahire est d'ailleurs un peu au milieu de ces deux mouvements, qui vient du fait que on a créé en France une agrégation de sciences sociales. Hein, et que cette agrégation de sciences sociales, elle se fabrique, alors qu'avant ça n'existait pas, hein, elle se fabrique à Cachan. Et que à Cachan, les gens qui y sont, c'est des gens qui se disent les héritiers, enfin, de l'école de Chicago, etc., et qui du coup ont imposé ceci. Le problème, c'est que pour les carrières des gens, quand on est agrégé, on a plus de chances que quand on n'est pas agrégé, quand on a une thèse de doctorat. Pour avoir un poste. Bon, donc je crois que tout le courant Florence Weber, il faut quand même dire les choses clairement, c'est pas une mode contrairement à ce que tu penses, c'est un problème de place. De place sur un marché très petit, qui est le marché universitaire et du CNRS, et que ça se joue là-dessus. Et que effectivement, l'ethnographie a pris beaucoup de place dans ce combat, à la fois, alors je précise tout de suite, et ça, c'est vraiment du point de vue de méthode, du point de vue de la recherche empirique. Mais sur le plan de l'interprétation, parce que ces gens-là, ils finissent par interpréter, hein, après avoir observé empiriquement, quelle que soit la méthode qu'ils ont utilisée, sur le plan interprétatif, sur le plan de l'interprétation, ils reviennent à Bourdieu. C'est tout. D'ailleurs, on a des exemples dans ce numéro. Bon, parce qu'ils savent pas comment faire autrement que d'interpréter à la manière de Bourdieu. Mais il y a la recherche elle-même empirique, l'ethnographie ne conduit pas nécessairement à ces interprétations-là. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. C'est pour ça que je nuance. Le côté Bourdieu revient dans l'interprétation, mais pas dans l'ensemble de pensée de la recherche elle-même. Un peu aussi, Jean-François l'a évoqué, c'est que la sociologie n'a pas de dialectique interne. Quand je parlais qu'il y avait absence de débat, c'est on a essayé, des gens comme, par exemple, Jean-Michel Berthelot ont essayé de faire un pluralisme sous contrainte. Nicole travaille sur la cumulativité. Un certain nombre de gens essaient de faire un débat, non pas doctrinal, mais bien essayer de construire le savoir sociologique. Or, cette dialectique interne-là, elle n'est pas présente, ce qui fait que le mouvement général qu'il y a à l'université, c'est l'université objet. Quand j'étais étudiant, on m'a expliqué, c'était la nouveauté, c'est les objets et non pas des disciplines qui sont le travail universitaire. Donc, cette tendance qui est très nord-américaine et des universités américaines va traverser les disciplines. Regardez toutes les disciplines fondamentales, la chimie, la physique, la géologie, n'existent plus à l'Université de Montréal. Ils sont en décroissance. Toutes les disciplines appliquées en HEC allant de la Polytechnique vont être en croissance. Donc, c'est l'université chez nous biotechnologique
littéralement. Donc, cette tendance-là, ce que je trouve dommage, c'est que, à défaut d'une dialectique interne, aussi difficile, hein, qui nous permettrait de nous asseoir pour à la fois faire respecter un sens du travail sociologique et à la fois contribuer à ce qui est le sens de l'université aujourd'hui, mais on subit les autres qui en ont un sens très précis, hein, où s'en va la connaissance et qui impacte, moi, ce retour, je dirais, de l'empiricisme. J'ai rien contre la recherche empirique, là, il faut sortir de ces débats quantitatifs, qualitatifs, mais uniquement définir la sociologie comme empirique, comme on l'a évoqué, c'est tourner en rond. Je crois que Paul, tu as tout à fait raison, il n'y a pas de dialectique interne à la sociologie. Et ce qui se passe à l'heure actuelle, justement, avec cette agrégation qui a été créée en France des sciences sociales, on dit bien agrégation non pas de sociologie mais de sciences sociales, hein, ce qui arrive, c'est que effectivement la division de la connaissance en disciplines est en train de mourir. Ça, c'est clair. Alors, ça ne veut pas du tout dire que je sois contre l'interdisciplinarité ou la pluridisciplinarité. Je me suis toujours battue pour ce genre de choses. Mais quand on me dit, quand un sociologue se présente, moi j'étais dans les commissions de spécialité pendant 40 ans, hein, les commissions de spécialité, c'est celles qui embauchent les gens, hein, dans les départements. Et quand j'ai vu, il y a à peu près 15 ans maintenant, que plus personne ne se présentait comme sociologue, hein, avec une thèse de sociologie quand même, hein, ils étaient socio-historiens, socio-anthropologues, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe, hein? Et depuis 15 ans, je me bats effectivement pour qu'on dise qu'il y a une discipline sociologique et qu'il y a un objet sociologique et que c'est pas l'objet des sciences sociales. C'est simplement pour te dire ça. Voilà. Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'il ne faut pas travailler avec les autres. Non, mais ça veut sans doute dire qu'il faut justement insister sur la discipline. C'est-à-dire sur le rapport, par exemple, de l'ethnologie ou de l'ethnographie avec la discipline sociologique, comme le fait, comme la réflexion proposée dans le numéro tente de le faire. Personnellement, je pense qu'on en est un peu là dans le contexte de la sociologie contemporaine, c'est-à-dire un retour, une interrogation sur les bases de la sociologie. Et c'est, soit dit en passant, une avenue qui est palpitante, qui est en pleine effervescence en ce moment, et qui demande justement des relectures des fondements de la discipline, un approfondissement des questions à caractère épistémologique, théorique et empirique. Les trois sont toujours liés, j'insiste encore là-dessus, mais justement, c'est que quand on présente une méthode qui serait apparemment capable de délier ces trois dimensions-là pour se rabattre sur une positivité empirique qui serait gage de tout succès, à mon avis, on fait complètement fausse. D'autres questions? N'hésitez pas. Ben, c'est très bien. Je pense que c'est la première fois que je suis dans les temps, pas avec une activité. C'est fou. Ben, merci beaucoup. Puis je vous tiens au courant pour la suite des choses pour le laboratoire, s'il y a des étudiants qui veulent participer, organiser des trucs, que ce soit pas nous qui organisons des trucs, que ce soit vous qui faisiez des affaires, puis que vous invitiez les profs à des affaires que vous faites, ben ce serait bien. Donc, c'est là, bon empiricisme.